Anna. Je vais juste m'assurer que vous avez accès, que vous pouvez présenter. Parfait. Donc, merci. Très bien. Merci beaucoup, Dr Tan. Je remercie beaucoup la SRQ pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Bonjour à tous. On va donc parler de la reconstruction d'images par deep learning en tomodensitométrie simple et double énergie. Alors voici mes liens d'intérêt. Je suis consultant pour Canon Medical Systems. Et en introduction, je voulais dire que c'est un peu difficile parce que vous avez déjà eu justement un webinaire sur le sujet récemment, cette année encore, par Monsieur Rogala. Donc, forcément, c'était excellent. J'ai pu y avoir accès. Donc, il fallait arriver à faire quelque chose d'un petit peu différent. Sinon, eh bien, même s'il est encore tôt chez vous, vous alliez vous endormir. Ou alors, c'est peut-être moi qui allais m'endormir. Donc, je propose avec vous et pendant les 45 minutes qu'on va passer ensemble, d'essayer d'insister peut-être sur un versant un petit peu plus pratique et donc de partager avec vous notre expérience à Strasbourg, au CHU à Strasbourg, puisque nous avons eu un scanner doté de cette technologie d'intelligence artificielle qui a été installé en août 2019 et 2 ans plus tard, on a passé dessus environ 15 000 patients, donc on a pu accumuler de l'expérience et c'est un petit peu ça que je propose de voir avec vous. Donc, ce qu'on va réaliser, eh bien, on va essayer de voir différents aspects. Un aspect pratique sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Un aspect un petit peu plus centré sur nos résultats au quotidien, en simple, mais aussi en double énergie. On va essayer de voir un petit peu, eh bien, comment cette technique se compare à la concurrence et aux autres techniques disponibles. Et enfin, on terminera par quelques perspectives sur la technique. Alors, tout d'abord, en pratique, comment ça fonctionne? Finalement, le schéma général, en règle générale, un algorithme, on met dedans une donnée et on va en ressortir un résultat. Donc, en radiologie, l'image de départ, c'est ce qu'on a. Le résultat, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Et donc finalement, ce dont on a besoin, c'est l'algorithme qui va faire la traduction, la translation depuis l'analyse de la donnée de départ jusqu'à la donnée de sortie. Donc avec le deep learning, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a des couples données de départ, données de sortie, et on va, entre guillemets, nourrir la machine avec ces couples-là, de telle sorte à ce que la machine construise elle-même son algorithme, et donc c'est cet algorithme-là qu'on va obtenir à l'issue de tout ce processus d'entraînement. Donc le deep learning avec un réseau de neurones convolutionnels, qui est on va dire la technique la plus évoluée de deep learning, eh bien comment ça fonctionne? Eh bien peu importe ce qu'on met en entrée, dans notre cas ça va être une image, eh bien cette entrée va être analysée par plusieurs couches neuronales successives avec à chaque fois eh bien un certain nombre de points qui sont analysés et l'entraînement, c'est-à-dire le passage de plusieurs paires fitées, donc adaptées de données en entrée et de données en sortie, va pouvoir permettre de créer des connexions entre ces différentes couches, connexions qui auront chacune un certain poids en fonction bien, du nombre de données qui seront passées par tel ou tel chemin. Donc l'idée, c'est d'arriver au fur et à mesure qu'on entraîne le réseau avec des données de plus en plus nombreuses, à construire ces connexions entre les différentes couches. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'avec ces réseaux neuronaux convolutionnels, ce Deep Neural Network, eh bien plus on a de données, plus on va augmenter la performance de notre algorithme et on voit qu'on atteint un plateau beaucoup plus tardivement que sur les autres techniques habituelles de machine learning qui ont besoin de moins de données. Alors, comment ça se traduit l'application en scanographie? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir des images bruitées en entrée, et d'arriver à des images débruitées en sortie. Alors, pour entraîner ce réseau, comment est-ce qu'on part? On a des patients qui sont scannés avec des images à très haute qualité,
voyez ici hein, des images débruitées avec la dose maximale, avec une reconstruction MIBR avec un haut niveau d'itération, de manière à avoir la qualité d'image la plus optimale possible. Et puis on voit mapper ça, enfin pairer ceci avec des images bruitées, qui sont des images reconstruites par des reconstructions itératives habituelles, avec plus ou moins de bruit simulé, du zoom, etc. Et donc on va alimenter la machine avec eh bien, des paires de plus en plus nombreuses, de manière à construire le réseau. Et donc cet algorithme de DLR, de Deep Learning Reconstruction, il est entraîné, il est construit en usine. Ça, c'est quelque chose qui ne se passe pas au service de radiologie. Et puis, une fois qu'il est construit, donc finalement, il va être construit à entraîner, à reconnaître et à éliminer le bruit. Et bien, une fois qu'il est construit, on peut l'appliquer. Donc, en pratique sur site, c'est ce qui se fait. Il est simplement appliqué pour débruiter les images. Donc vous avez les raw data. Ces raw data sont reconstruites par reconstruction itérative classique. Et sur ces reconstructions itératives classiques, eh bien, on a l'algorithme de DLR qui est appliqué de manière à obtenir des images débruitées avec cet algorithme de DLR. Donc finalement, le DLR, c'est pas vraiment de la reconstruction d'image, hein. C'est pas le deep learning qui va passer des raw data à l'image en elle-même. Le deep learning, ça va être une couche supplémentaire pour débruiter les images. Finalement, c'est du denoising. C'est très avancé comme méthode de denoising, mais ça reste finalement pas plus, on va dire, compliqué ou impliqué que ceci. Alors en pratique au CHU de Strasbourg, hein, on a donc un scanner équipé de cette technique depuis 2019 et le DLR est utilisé de manière exclusive, hein, donc on ne fait plus de reconstruction itérative sur cette machine sur la totalité de nos examens, que ce soit en simple énergie ou non spectrale, quelle que soit la région anatomique. Alors il faut savoir que en fonction des constructeurs, hein, vous avez des algorithmes qui sont plus ou moins optimisés selon la région anatomique d'intérêt, notamment des algorithmes optimisés pour la reconstruction, enfin le débruitage du parenchyme pulmonaire, le débruitage des coroscanners, le débruitage des scanners thoraco-abdominopelviens, etc., etc. L'impact sur le flux de travail, il est minime. Il y a un reconstructeur qui est dédié. Alors c'est un reconstructeur qui est avec des GPU hein, à l'heure actuelle pour faire tourner le réseau neuronal. On a environ 40 images par seconde, donc globalement, il faut compter une trentaine de secondes de temps de reconstruction au lieu de 2-3 secondes pour les temps de reconstruction classiques par hier. Finalement, c'est pas quelque chose qui se voit dans le flux de travail habituel. Ça n'a pas d'incidence sur le post-traitement. Hein. Derrière, tous les outils de post-traitement habituels sont parfaitement utilisables sur les images reconstruites, débruitées avec DLR. C'est absolument identique. Donc finalement, on le voit, le fonctionnement, il est relativement simple. Hein. C'est quelque chose qui est entraîné en usine, plus ou moins améliorable et qui est appliqué de manière assez basique sur site grâce à ces calculateurs AGP. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est les résultats. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc, je vous propose de d'abord regarder ce que ça donne en simple énergie. Donc, ce qui a été clair depuis le début de l'utilisation de la technique, hein, c'est la qualité d'image hein, qui a été adoptée par l'ensemble du service, hein, quels que soient les radiologues. Vous avez ici un exemple de coroscanner assez basse dose, reconstruit avec les différentes techniques disponibles. Donc là ici, une reconstruction itérative. Là ici, une reconstruction de type MBIR avec modélisation de la chaîne image. Et là ici, une reconstruction DLR. Donc, quand on zoome, finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par rapport à l'image IR habituelle, hein, le DLR permet justement d'effacer, moins de fortement limiter le bruit présent dans l'image, tout en gardant eh bien, une sharpness, donc des contours fins, bien délimités, et sans smoothing, enfin sans smoothing, j'arrive pas à traduire, pardon, au niveau des différentes structures.
et que comparativement à ce qu'on rencontrait en MBIR, on n'a pas cet aspect un petit peu artificiel, plastique, lissé de l'image. On a une image qui est relativement naturelle. Donc évidemment, puisque c'est l'objectif de la technique, on a une réduction marquée du bruit avec les algos de DLR comparativement aux algos d'IR classiques. Vous voyez ici, on a une déviation standard à 45, là ici on a une déviation standard à 24. Et cette réduction significative du bruit, heureusement puisque l'algo de DLR il est fait pour, eh bien elle est relativement homogène sur l'ensemble des structures. Donc finalement, quelle que soit la structure d'intérêt, que ce soit sur un parenchyme, sur une structure vasculaire, sur une structure osseuse ou sur de l'air, on a à peu près le même niveau de réduction du bruit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est efficace sur l'ensemble du spectre des structures dans l'image. Alors cette qualité d'image, elle est présente en 2D, elle est présente aussi sur les reconstructions. Donc évidemment, on profite de l'amélioration de la qualité d'image sur les reconstructions MPR, sagittale, coronale, curviligne, mais aussi sur les reconstructions 3D avec des reconstructions 3D de meilleure qualité, puisque forcément votre matériau de base est moins bruité. Donc là, ici, chez ce patient-là, on voit que c'est un patient qui est corpulent, avec un IMC à 32. Et bien, vous voyez, malgré une dosimétrie extrêmement faible, on a une image tout à fait qualitative. Alors, c'est là où on n'a pas encore de preuves évidentes, on en reparlera après, mais on a quand même quelques exemples qui tendent à nous faire penser que cette amélioration de la qualité d'image, elle peut avoir un impact sur le diagnostic. Vous avez ici un cas entre guillemets difficile, puisqu'on a un patient avec des stents rénaux osteo bilatéraux de relative petite taille, sur lesquels il y avait un doute, une question sur une resténose à l'intérieur du stent. Donc on voit que sur ces images en reconstruction petit champ centré sur le stent, on voit qu'en reconstruction IR classique, c'est assez difficile de dire est-ce qu'il s'agit d'un artefact au sein du stent ou est-ce qu'il y a vraiment une resténose. C'est pas évident puisqu'on a un peu du mal à voir notamment les bords de l'anomalie. Alors que sur la reconstruction de la même acquisition avec DLR, eh bien, on voit que les structures de la rosténose, donc les limites de la rosténose sont beaucoup plus nettes. Et là, clairement, là ici, il n'y a pas de doute, alors qu'ici, on pouvait encore en avoir. Finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est majoritairement dans ce qu'on considère comme des examens difficiles, dans des cas délicats, que l'on va avoir le plus d'impact sur ces algorithmes de DLR. Donc effectivement, dans les cas difficiles, et typiquement chez des patients obèses ou alors chez des patients de réanimation avec beaucoup de matériel autour et de nombreux artefacts induits, eh bien, l'algorithme de DLR va franchement améliorer la qualité d'image et c'est dans ces cas difficiles que ça va être le plus prégnant. Donc vous avez ici un exemple d'un patient obèse morbide, 230 kg. Alors certes, la dosimétrie est extrêmement élevée, on est sur un TAP IV à plus de 1800 de DLP, c'est énorme. Mais vous voyez que si on le reconstruit en IR ou si on le reconstruit en DLR, on n'a clairement pas du tout le même niveau de qualité et pas du tout la même confiance diagnostique. Vous voyez par exemple sur des structures homogènes comme ici sur un kyste rénal, sur le parenchyme rénal, autant c'est très bruité, difficile d'analyse sur la reconstruction hier, autant finalement on se retrouve à une qualité absolument excellente, pas du tout dégradée sur la même acquisition mais reconstruite en DLR. Donc on voit que sur des cas très difficiles, finalement c'est là où l'apport du DLR va peut-être être le plus percutant. À l'autre bout du spectre, on peut aussi avoir un apport du DLR sur des images à très 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 basse dose. Donc là ici c'est un exemple. Vous avez ici l'acquisition standard pleine dose reconstruite avec DLR. Et là ici vous avez différents essais à une dose divisé par 10. Donc vous avez ici un PDL à 42 mg par centimètre, donc vraiment une acquisition abdominopelvienne très basse dose.
Ici, c'est reconstruit avec le DLR. Ici, c'est reconstruit avec l'IR classique. Ici, reconstruit avec la FBP. Ici, reconstruit avec le MBIR. Donc clairement, ce qu'on voit, bon, c'est pas une surprise, hein, c'est que la FBP dans les scanners ultra low dose, ça n'a absolument aucun intérêt, hein, on voit absolument rien. Par contre, et là où c'est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la différence entre le MBIR et le DLR. Donc les deux ont un bruit global qui est assez faible, hein, et qui est nettement moindre par rapport à la reconstruction IR classique. Par contre, hein, le MBIR, eh bien, vous fait cet aspect plastique un peu artificiel, notamment, hein, vous voyez ici avec ces images un petit peu linéaires au sein de la graisse. Donc finalement, même si ça débruite très bien le MBIR, eh bien, on voit que l'aspect final n'est pas très agréable à l'œil. C'est pour ça que ces reconstructions de MBIR qui sont disponibles depuis plus longtemps que les reconstructions de DLR, finalement pas beaucoup percé, hein. Alors d'une part parce qu'elles mettent très longtemps à reconstruire, hein. C'est plusieurs minutes de temps de reconstruction, mais d'autre part parce que l'image obtenue, elle n'est pas habituelle, c'est pas quelque chose qui semble agréable à la lecture, hein. C'est un peu agressif pour l'œil, et pour cause parce qu'il y a cet aspect un peu plastique qu'on retrouve pas du tout avec le DLR. Donc l'avantage vraiment du DLR, c'est de garder une image naturelle, proche de celle dont on a l'habitude d'analyser tous les jours, tout en profitant de la réduction de dose qui est permise par le MBIR. Alors finalement, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation de la qualité d'image induite par le DLR nous a permis de manière assez simple, hein, de réduire facilement les doses d'irradiation délivrées. Et donc dans le service, hein, on a deux machines qui sont des machines assez proches, et une machine, donc la nouvelle équipée avec le DLR, et une autre machine qui, elle, continue de travailler sans le DLR. Donc finalement, c'est assez facile pour nous de faire un comparatif, puisque on travaille à peu près de la même manière sur les deux machines, avec les mêmes protocoles et globalement les mêmes patients. Et quand on regarde sur plusieurs centaines de patients, on voit que quel que soit le type d'examen, on a une réduction franche de la dose d'irradiation d'environ une trentaine de pourcents. Et même pour des examens complexes à optimiser, comme le crâne, hein, lequel il faut traverser la boîte osseuse, hein, donc forcément facile de diminuer la dose, et on voit que même dans ces cas-là, on arrive à avoir une diminution de dose qui est significative. Donc clairement, hein, l'impact du DLR dans notre pratique quotidienne, il est franc, avec une amélioration de la qualité d'image, une diminution des doses d'irradiation et un impact principalement appréciable dans les cas difficiles, mais aussi peut-être un impact diagnostique dans des cas un petit peu plus, on va dire, standards. Alors, je vous propose maintenant de voir aussi nos résultats en mode spectral. Donc le spectral, comment est-ce que ça fonctionne, hein, vous savez, c'est une acquisition simultanée à haut kilovoltage et à bas kilovoltage, hein, de manière à pouvoir exploiter l'atténuation différentielle des différents éléments de la matière entre les hauts kV et les bas kV. Donc pour avoir une acquisition simultanée, les différents constructeurs ont différentes méthodes. Il y a la méthode qu'on appelle rapid KV switching, dans lequel on a un seul tube, un seul détecteur, et finalement, c'est le tube qui va alterner de manière très rapidement au cours de sa rotation entre haut KV, bas KV, haut KV, bas KV, etc., etc., de telle sorte que quand il fait sa rotation, finalement, c'est comme s'il avait fait deux rotations, une à haut KV, une à bas KV. Vous avez le scanner dual source, hein, où vous avez deux couples tubes détecteurs qui sont placés à 90 degrés et qui vont tourner autour du patient et irradier le patient en même temps. Donc on va se retrouver avec une acquisition simultanée haut KV, bas KV. Enfin, vous avez la technique dual layer dans laquelle vous avez un seul détecteur, vous avez deux couches, un seul tube, mais deux couches de détecteurs, et la séparation entre haute et basse énergie se fait au niveau du détecteur, pas au niveau du tube.
Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, au niveau des matériels, l'atténuation n'est pas du tout la même entre la haute énergie et la basse énergie, et donc on cherche à finalement exploiter ce différentiel pour avoir 2 points sur la courbe et pouvoir faire une extrapolation et pouvoir d'une part reconstruire des images sur toute l'échelle des énergies possibles, mais d'autre part aussi arriver à identifier les matériaux en fonction de leur signature d'atténuation. Donc on a différentes possibilités de post-traitement en termes d'imagerie spectrale, hein. Deux gros post-traitements. D'une part, les reconstructions monochromatiques, donc c'est des reconstructions qui sont faites a posteriori, hein, de l'acquisition et dans lesquelles eh bien, on va faire varier le niveau mono-énergétique sur une gamme assez large, hein. Vous voyez, selon les machines, on peut généralement descendre assez bas, 50, 40, 35 même keV, et on peut monter assez haut, le plus souvent jusqu'à 200 keV. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, eh bien, ça va être d'avoir une image qui va donner des informations différentes. Donc quand on va diminuer le niveau mono-énergétique, eh bien, on va avoir tendance à augmenter l'atténuation de l'iode. Et vous voyez sur la reconstruction sagittale, hein, qui sont exactement au même fenêtrage, eh bien, vous voyez qu'on a une atténuation qui est nettement plus importante de l'iode à 35 kV qu'à 55 ou 65 keV. Donc clairement, les bas niveaux mono-énergétiques permettent vraiment d'avoir une atténuation beaucoup plus importante, beaucoup plus intense de l'iode, et on verra que ça aura un intérêt en pratique. À l'inverse, hein, si on va vers des niveaux mono-énergétiques beaucoup plus élevés, alors certes, on va diminuer le niveau d'atténuation de l'iode, hein, mais on va aussi diminuer certains artefacts, hein, notamment les artefacts en étoile ou les streak artifacts, ce qui va permettre de diminuer certaines images indésirables, notamment vous le voyez ici, hein, autour de la prothèse, hein, c'est plus marqué sur les bas niveaux mono-énergétiques. Alors il y a aussi un problème de bruit, une problématique de bruit, puisque classiquement le bruit est beaucoup plus important sur les bas niveaux mono-énergétiques. Vous voyez ici, hein, quand on met une ROI en fonction des différents niveaux mono-énergétiques, hein, vous voyez que l'atténuation de l'iode, hein, eh bien, elle va entre guillemets exploser sur les bas niveaux mono-énergétiques. Ces reconstructions monochromatiques, hein, elles sont très utiles, mais c'est pas le seul type de reconstruction qui est possible sur l'acquisition spectrale, hein. On peut faire aussi des reconstructions matérielles spécifiques. Alors matériel spécifique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de quantifier, d'identifier des matériaux en fonction de leur signature d'atténuation, puisqu'on a la mesure à deux niveaux mono-énergétiques différents. Donc, en scanner, ce qui nous intéresse de très loin, c'est l'iode, hein. On peut tout à fait identifier, quantifier l'iode, hein. Ça va donner des images comme ceci. On peut aussi essayer d'identifier et de quantifier l'eau, qui va nous donner des images comme ceci, donc entre guillemets, des images dans lesquelles on aura éliminé l'iode, donc des images sans injection virtuelle. Donc on peut faire un petit peu un jeu entre les différents matériaux, ceux qu'on souhaite garder, ceux qu'on souhaite retrancher, et obtenir des quantifications. Donc vous voyez ici, hein, si je mets une ROI ici, hein, je vais avoir une quantification absolue. J'aurai une densité, mais j'aurai aussi une quantification absolue en concentration d'iode au sein de ce voxel. Et ça peut avoir un intérêt pour une reproductibilité d'une mesure quantitative. À l'inverse, sur mes images en sans injection virtuelle, eh bien, je vais pouvoir obtenir une atténuation virtuelle spontanée, qui est obtenue par calcul, mais qui est extrêmement proche de la véritable atténuation spontanée en acquisition. Alors pourquoi est-ce qu'on parle là du spectral? Parce que le DLR peut également être utilisé pour améliorer la qualité d'image des acquisitions en mode spectral. Alors il est utilisé pour le débruitage, exactement comme en single énergie, comme en énergie simple, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il est également utilisé pour la séparation énergétique dans les données brutes.
Donc cette séparation, hein, quand vous faites une acquisition simultanée, vous vous retrouvez avec des raw data où il y a à la fois le haut niveau, à la fois le bas niveau, et finalement le DLR peut être utilisé aussi pour, on va dire, séparer et arriver à segmenter ces raw data de manière plus précise que les techniques habituellement utilisées. Donc, quel va être l'impact du DLR dans l'imagerie spectrale? Eh bien, pareil, comme en simple énergie, hein, on va améliorer la qualité de l'image, notamment améliorer la qualité des reconstructions monochromatiques, et cela permet d'avoir des reconstructions monochromatiques qui sont de qualité identique par rapport à une acquisition simple énergie. Vous voyez, ça c'est chez le même patient. On n'a pas perdu en qualité avec l'utilisation de la double énergie, de l'acquisition spectrale. Donc on a exactement la même qualité. Et ça, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était pas quelque chose qui était possible. Clairement, les acquisitions monochromatiques avaient une qualité d'image globale qui était un peu moins bonne que les acquisitions simple énergie. Cette amélioration de la qualité, elle est valide même à des niveaux mono-énergétiques assez faibles, hein. Vous voyez ici à 55 keV, on garde une qualité d'image tout à fait acceptable, même si effectivement, hein, l'image globale est un peu plus bruitée que sur un niveau mono-énergétique supérieur, ça c'est normal. L'avantage du spectral, donc comme on a une meilleure séparation des niveaux énergétiques, eh bien on va aussi avoir une meilleure qualité au niveau de reconstruction matérielle spécifique, hein, avec quelque chose d'un petit peu plus homogène au niveau à la fois des reconstructions en images, de la cartographie, mais aussi, hein, au niveau des quantifications et de la courbe spectrale comme ici. Alors, je vous propose de vous montrer quelques exemples d'utilisation du spectral. Donc là, ici, on a un patient de 88 ans qui est suivi pour une EVAR, hein, pour une endoprothèse aortique, un patient qui a une insuffisance rénale chronique. Donc, on décide d'injecter du produit de contraste plus faiblement dilué, de manière à diminuer de manière significative la quantité d'iode totale qui lui a été administrée. Donc, vous voyez que on peut avoir une qualité d'image qui est tout à fait satisfaisante, hein. On peut aussi en DLR, en double énergie, appliquer des techniques de réduction des artefacts métalliques, hein. C'est quelque chose de tout à fait possible. On se retrouve avec une qualité d'image 2D très satisfaisante ici sur un niveau énergétique à 65 keV. Alors l'avantage aussi, c'est que évidemment, on a injecté un produit de contraste qui est nettement moins dosé, hein, donc on a un rehaussement qui est moins intense. On va pouvoir virtuellement augmenter ce rehaussement en diminuant le niveau mono-énergétique, tout en gardant, grâce au DLR, une qualité d'image qui est correcte. Donc vous voyez ici, hein, la reconstruction en curve tout à fait satisfaisante, et des reconstructions 3D tout à fait satisfaisantes malgré l'injection d'une dose plus faible de produits de contraste. Ici un autre exemple, hein, qui est un exemple assez démonstratif, hein. Le patient chez qui avait besoin de réaliser un angioscanner aortique, hein, pour un suivi d'hématome intramural, mais chez qui la voie veineuse était de très mauvaise qualité et donc on ne pouvait injecter qu'à 1,3 ml par seconde. Donc on a fait une injection à 1,3 ml par seconde parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin, mais on a fait une acquisition spectrale. Donc vous voyez que déjà à 65 keV, on a un rehaussement qui est correct, mais à 60 et même en dessous, on a une atténuation qui est tout à fait satisfaisante. Et donc malgré le faible débit d'iode, on a pu, entre guillemets, rattraper ceci par le post-traitement spectral et des niveaux monoénergétiques faibles. Vous voyez ici même à 50 keV avec une qualité d'image très bonne. Vous voyez, ici à 65 keV, ici à 55 keV, eh bien la qualité de vos reconstructions 3D est supérieure parce qu'évidemment l'atténuation de l'iode est supérieure. Là, ici simplement pour vous montrer une qualité d'image, deux exemples de qualité d'image, hein. Donc vous voyez, c'est extrêmement homogène, à une qualité d'image qui est identique à une acquisition simple énergie et une cartographie d'iode, hein, qui est très homogène, très régulière. Et voilà un dernier exemple, hein, vous avez ici en image monochromatique une image hypodense au sein de la veine cave inférieure chez un patient qui est suivi pour carcinome hépatocellulaire qui a été traité.
Vous voyez que quand on baisse le niveau monoénergétique, eh bien l'image reste hypodense. Sur la cartographie d'iode, il y a un trou, c'est complètement noir. Pareil ici sur la reconstruction, hein, vous voyez sur la cartographie d'iode, hein, on est sur quelque chose de complètement noir, sans aucun signal. Et quand on met ici une ROI à l'intérieur, on voit que la courbe spectrale est plate, hein. Il n'y a pas de prise de contraste dans les bas niveaux monoénergétiques. Donc ça nous permet de dire hein, qu'il n'y a pas d'iode arrivé de produit de contraste qui est arrivé au sein de la lésion, et ça c'est très 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 en faveur d'un thrombus organisé plutôt que d'une récidive tumorale. Alors voilà, ça fonctionne bien, c'est sûr, mais finalement, ça peut être aussi bien de mettre ça un petit peu en rapport avec ce qui se fait ailleurs. C'est ce que je vous propose de voir. Donc, ce que je vous propose de voir, c'est cet exemple-là, hein, sur un patient qui est suivi de manière itérative pour une pathologie oncologique, hein, et donc il y a eu des scanners réguliers sur différentes machines avec différentes modalités d'acquisition et de reconstruction, mais sur des protocoles globaux similaires. Donc là, ici, vous avez un scanner 64 barrettes extrêmement classique avec reconstruction itérative. Vous avez ici un scanner dual source avec reconstruction itérative. Et là, ici, notre scanner à large détecteur avec le DLR. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en termes de qualité d'image, évidemment, sur chaque génération, il y a quand même un gap qui est significatif. Quand on zoome, vous voyez ici sur des structures d'intérêt, eh bien, on voit que le bruit est nettement plus important sur l'ancienne machine 64 barrettes avec IR. Par contre, il est moindre sur la machine avec le DLR. Et on voit que la sharpness au niveau des structures anatomiques, hein, donc le niveau de détail et de netteté des structures anatomiques, il est clairement meilleur sur les deux dernières générations de scanners par rapport à la première, et probablement meilleur ici que ici, en sachant que là ici on était sur des coupes à 1,5 mm, alors que les deux autres sont des coupes à 1 mm. Donc finalement, qualité d'image là-dessus, on voit que le DLR permet une qualité d'image qui est probablement au moins équivalente, voire même supérieure à celle d'un scanner dual source dernière génération. Par contre, quand on regarde la dosimétrie délivrée, eh bien, on voit que l'effet du DLR, c'est là qu'il se manifeste, puisque pour une qualité d'image qui est identique ou peut-être même légèrement supérieure, eh bien, on a une dose délivrée qui est diminuée de 40%. Alors là, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire cette blague, hein. J'étais à Vancouver pendant un an, hein. J'ai eu le plaisir de travailler avec le docteur Blanky, qui est le bras droit du docteur Leipzig et qui est un proud German, et donc qui s'il avait vu ça, il aurait dit c'est pas juste, il y a un problème d'optimisation du scanner numéro 2, c'est pas possible. Donc je vous montre quand même ce cas parce qu'il est rigolo. Un autre patient hein, qui a eu un scanner donc de suivi sur les deux machines, hein, la machine double source et notre machine, avec cette fois-ci des cibles de doses qui ont été équivalentes. Donc l'acquisition a été un petit peu optimisée sur cette machine de manière à avoir envoyé des DLP très 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 similaires. Donc voilà ce que ça donne en termes de qualité d'image. Finalement, on voit que c'est pas possible de compétitionner avec le DLR hein, en termes d'efficacité, de denoising, de débruitage. Clairement, c'est largement au-dessus de tout système de reconstruction itératif, même ceux qui sont considérés comme state of the art, clairement. Donc, c'est pas possible de compétitionner. Alors finalement, la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, tous les constructeurs se mettent sur des techniques de DLR, hein, absolument tous. Donc la question c'est, ces techniques, qu'est-ce qu'elles valent entre elles? Alors, pour l'instant, il n'y a qu'un seul article qui les compare, un article qui est paru tout récemment, hein, vous voyez, ça date juste du mois dernier dans D2I, et qui comparait eh bien deux techniques de DLR sur des scanners thoraciques.
Donc, les deux techniques de DLR, c'était ACE de Canon et True Fidelity de GE. Finalement, la différence, c'est que la base d'entraînement de True Fidelity, elle est basée sur des reconstructions FPP, alors qu'on a vu ACE est basé plutôt sur des reconstructions MBIR. Voilà, c'est principalement la différence, mais sinon le fonctionnement global il est très identique. Et eh bien, les auteurs dans cet article ont scanné des fantômes thoraciques avec des images pathologiques simulées à l'intérieur de ces fantômes, avec différents niveaux d'énergie et en utilisant différents eh bien, niveaux de reconstruction avec le DLR à chaque fois. Alors c'est le docteur Frandon et le docteur Si Mohamed qui sont des collègues hyper intelligents, hyper brillants. Et quand j'ai lu l'article, j'ai rien compris en fait. Donc il est très 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 compliqué. Il y a énormément de métriques qui sont mesurées, il y a énormément de choses qui sont analysées. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le fonctionnement de ces algorithmes de DLR entre eux, il est assez proche. Et même si les résultats présentent des petites finesses en termes d'outcome, ça reste assez proche. Donc, en tout cas, sur cette étude très très très, on va dire préclinique, c'est vraiment c'est sur des fantômes avec des paramètres très 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 standardisés, donc c'est pas sur de la routine. On a l'impression que finalement, technique de DLR, quelle qu'elle soit, elle fonctionne. Donc bon, on attend les comparaisons sur des vraies cohortes de patients, mais en tout cas, le fait est qu'a priori la technique DLR, quelle qu'elle soit, est efficace. Alors, je vous propose de terminer sur quelques perspectives, avec une première question qu'on se pose, et en tout cas que nous, on s'est beaucoup posé quand on a eu la technique il y a 2 ans. Est-ce que c'est dangereux? Pourquoi? Vous avez peut-être vu cette vidéo YouTube qui est impressionnante, où des chercheurs ont utilisé des algorithmes de DLR, enfin pas de DLR, des algorithmes de deep learning, donc là c'était clairement du deep learning, pour, entre guillemets, injecter, manipuler les scanners. Donc ça ici c'était le scanner original, et ils ont pris un algorithme qui a été entraîné à rajouter des nodules pulmonaires, et vous voyez l'image qui est donnée. On a l'impression qu'il s'agit d'une image complètement vraie et pas d'une image simulée. Donc finalement, on se voit ça, on se dit waouh, c'est extrêmement dangereux, une technique qui est possible de faire ce genre de choses, waouh. Donc techniquement, non, le DLR ne pourrait pas créer ou effacer des lésions. Pourquoi? Parce que il a été entraîné à identifier le bruit et uniquement le bruit, et de manière agnostique par rapport à la région anatomique ou à la pathologie. Donc, très théoriquement, c'est pas possible. Alors après, on se dit oui, mais dans tous les films de science-fiction, c'est pas possible et pourtant ça arrive. Alors évidemment, il n'est pas entraîné dans toutes les possibilités. Alors nous, ce qu'on a surtout eu l'impression, c'est que la limite, elle pourrait être atteinte dans les examens à très faible dose. Alors je vais vous montrer un exemple qu'on a rencontré. Donc ici, c'est un coroscanner qu'on a réalisé à 80 kV de manière à diminuer la dose d'irradiation au maximum. Vous avez vu, j'ai un patient en surpoids modéré. On n'avait que 46 de PDL, c'est très faible. Un homme de 34 ans, pas de facteur de risque. Donc, on a été un petit peu étonné de voir ces images ici hyper denses. Ici, collait pas trop. On s'attendait vraiment à trouver un coroscanner normal. Donc effectivement, on voit quand on reconstruit avec AIDR, avec un reconstruction itératif, vous voyez que ces images-là ont tendance à disparaître. Et donc l'explication, c'est que sur des images faiblement dosées où il y a des artefacts avec la reconstruction itérative, eh bien le débruitage va encore plus faire ressortir ces artefacts. Donc avec l'artefact qui est présent ici, eh bien va ressortir un peu plus du fait du DLR parce que il va supprimer le bruit alentour et donc créer des pseudo-images comme ceci.
Donc, on avait quand même un doute, hein, donc on a refait une acquisition à 100 kV avec une dosimétrie un petit peu plus raisonnable. Et là, vous voyez, hein, on a effectivement une coronaire qui est parfaitement saine. Donc probablement que dans des examens très 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 faiblement dosés, qui sont bruités de manière importante, eh bien le DLR va pas créer des images, mais le débruitage va se faire en laissant parfois des artefacts qui peuvent en imposer pour une image. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Un autre exemple aussi, hein, c'est que quand on pousse la réduction de dose de manière majeure, drastique, donc ici on s'est amusé à faire un scanner thoracique avec la dosimétrie la plus faible possible, donc on a mis toutes les constantes au plus bas, 80 kV, 10 mA fixe, on avait un PDL à 1, vous voyez qu'on a une qualité d'image qui est, bon, elle est ce qu'elle est, hein, mais ça reste pas interprétable, mais en tout cas, il y a de l'information. Ben, vous voyez que si on reconstruit en IR ou si on reconstruit avec le DLR ne va pas améliorer outre mesure. Donc on voit que ben, finalement, quand c'est trop peu dosé, bien à l'heure actuelle, le DLR il est encore un peu limité. Donc finalement, la perspective qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que le DLR peut être considéré comme un standard ou deviendra un nouveau standard en termes de reconstruction? Donc, à mon sens, et sur la base de notre expérience, c'est évident, c'est évident. Donc, de toute façon, la totalité des constructeurs s'y mettent, absolument tous, hein, en scanner, mais également de plus en plus en IRM. En échographie, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de puissance pour réaliser le débruitage, le denoising en temps réel, mais probablement que ça viendra. Donc, clairement, c'est la technique, je dirais pas d'avenir, mais actuelle, hein, ça c'est sûr. L'impact sur la qualité d'image, ça s'est démontré. L'impact sur la désimétrie, c'est démontré. L'impact, par contre, sur le diagnostic, ça c'est pas encore démontré. C'est suspecté, mais c'est pas encore démontré. Donc finalement, en termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en scanner, le DLR, c'est une technique qui est disponible, hein, elle existe déjà. Vous avez plusieurs constructeurs qui la commercialisent, hein, donc tout à fait, c'est une réalité. C'est utilisable en routine et chez nous, dans notre centre, c'est utilisé en routine pour 100% des examens. Il n'y a pas d'exception, hein, on réalise absolument toutes nos reconstructions avec le DLR. Les résultats sont des résultats qui sont tout à fait appréciables, hein, avec une qualité d'image visuelle qui a été acceptée et appréciée par tous, hein, les radiologues, les cliniciens, contrairement au MBIR. Hein, vous avez peut-être testé le MBIR sur les 5 ou 10 dernières années, où là, clairement, ça tiquait un peu dans les collègues. Hein, tout le monde n'était pas très content de la qualité d'image. Là, au contraire, là, il y a vraiment un consensus. Hein, on a une image qui est proche de celle dont on a l'habitude, mais simplement améliorée, c'est très apprécié. Les résultats sur la dosimétrie sont clairs, ils sont impressionnants, hein. On a un gap d'environ 30 à 40% par rapport à la précédente génération de scanners. Dans les cas difficiles, tout particulièrement chez les patients obèses morbides, hein, très obèses, clairement il y a un intérêt diagnostique, puisqu'on va améliorer notre qualité d'image dans ces cas délicats. Et l'impact sur le workflow, il est minimal, il est négligeable, hein. Ça prend 30 secondes de temps de reconstruction au lieu de prendre 3 secondes. Ça n'a aucun impact sur le workflow. Donc, c'est tout à fait utilisable en routine à l'heure actuelle. Donc, clairement, c'est, à mon sens, le nouveau standard en scanner, probablement aussi en IRM. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est maintenant au tour des questions si vous en avez. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Tout le monde pouvait envoyer vos questions